Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, oulala, les frères Arsène. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans Accès Libre. Accès Libre, un format lancé par notre confrère Faisal Metaoui. Faisal Metaoui qui est parti sous d'autres cieux et en attendant de trouver un nouveau présentateur à cette émission. J'ai le grand plaisir d'assurer cette transition avant la rentrée dans un format dédié cette fois-ci à un livre. Faisal Metaoui avait reçu des artistes, des écrivains, des intellectuels, toutes sortes de personnalités. Pas de politique dans ce format, mais il va être question, à travers ce livre, un peu de la situation politique qu'a vécue l'Algérie, puisqu'il s'agit de présenter un livre. Je vous présente le livre. Avant de présenter l'auteur, je vous présente donc le livre édité aux éditions Coucou, Blouse blanche, zone grise, dessinée noire, de Abdallah Agoun. Abdallah Agoun, bonjour. Alors, Abdallah Agoun, pour nos amis auditeurs qui nous suivent régulièrement dans Manhaj Saktin, c'est un médecin, c'est un docteur en médecine, installé à Bouguera, dans la banlieue, la très lointaine banlieue d'Alger, au pied de l'Atlas blidéen, depuis 39 ans. Il nous rend compte en ce moment de l'évolution de l'épidémie du Covid. Il vient de son cabinet. Il nous a fait vraiment honneur de venir à présenter ici et parler de son livre. On va quand même prendre juste rapidement des nouvelles, parce que ça se fait tout le temps, de la situation. C'est compliqué en ce moment. Très compliqué. Ouais. Très compliqué. Nous sommes dépassés et nous sommes fatigués. Justement, le corps soignant est épuisé. On n'en peut plus. Quand on voit des gens qui se plaignent de porter une bavette pendant une demi-heure et nous sommes obligés de porter ça pendant des heures et avec en plus des visières au-dessus et tout. Il faut qu'on pense à nous un petit peu aussi. Ouais, voilà. Mais la situation est catastrophique. Tu as eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, je vais tutoyer Abdallah parce qu'on était voisins à la cité Copémad il y a plus de 20 ans. Oh, plus de 20 ans. Bien plus. Et pour ceux qui ne le savent pas, et à mon avis, on ne peut pas le savoir d'emblée, docteur Abdallah Agoun a plusieurs cordes à son arc. Il est aussi réalisateur TV, il est comédien. Réalisateur cinéma. Pardon. Réalisateur cinéma, autant pour moi. Et il est également auteur. Donc c'est au titre d'auteur, écrivain, aujourd'hui, que nous recevons pour témoigner des années de la décennie noire dans cette zone terrible du piémont blidéen. Les gens, pour qui ne le savent pas, Bouguera, c'est 35 km d'Alger, c'est au pied de Hammam Louane. C'est la route qu'on prend pour aller à Hammam Louane, la station donc thermale Hammam Louane. Voilà. Et le PC du GIA, il était à Tel Acha, et à Tel Acha, c'est dans le périmètre de Bouguera, dans la montagne. Oui, dans la montagne. Mais initialement, le GIA, il a été créé par d'ailleurs un de mes anciens patients qui s'appelait Mansouri Mliani. Condamné à mort dans l'affaire de l'aéroport, exécuté, le dernier exécuté. Le dernier exécuté. Parmi d'autres exécutés. Mansouri Mliani faisait partie de notre patients. Mansouri Mliani, il a été libéré donc, en 89. Exécuté après donc, l'attentat donc, de l'aéroport. De l'aéroport. Voilà. Et parce qu'il avait été arrêté dans l'affaire Bouali, effectivement, parce que c'était un des lieutenants de Bouali, donc il avait été arrêté. Il a été libéré en 89, je crois que c'était en novembre, pour le 1er novembre 89, je crois. D'ailleurs, il est venu me voir au cabinet quand il est sorti pour me dire merci d'avoir soutenu nos familles qui étaient dans le besoin, parce que c'est vrai que ça, je n'ai pas à le cacher d'ailleurs. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient partie de la troupe à Bouali qui se sont retrouvés donc, dans la misère. Et ils ont été un petit peu marginalisés par tout le monde. Et tu les soignais gratuitement? J'ai soigné gratuitement. Je leur donnais des médicaments quand il fallait. Et quand je pouvais, j'achetais même du lait pour les enfants. Parce que bon, ça, c'est mon devoir. Hein. C'est-à-dire, je m'en foutais un petit peu de tout ce qui... Je n'étais pas dans leur idéologie. Mais ça, je me disais, je ne peux pas laisser quelqu'un souffrir, quoi. Donc, je me sentais obligé de le faire. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a sauvé pendant la décennie noire. Parce que quand il est sorti donc, de prison, il est venu me remercier et je n'ai pas été embêté donc, pendant les premières années. Alors, on parle tout de suite des premières années. Tu dis dans le livre, il n'y a pas eu tout de suite de maquis à Bouguera. Et d'ailleurs, tu continuais de chasser jusqu'à début 93. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. J'ai continué à chasser jusqu'à exactement novembre 92.
D'accord. où j'ai été donc C'est plutôt l'assassinat de ton compagnon de chasse qui est C'était intervenu au début 93. le 10 mai 93. Mahidine. Donc, Tayyab qui montait, donc, qui Tayyab. allait, donc, c'était là où je garais ma voiture, où on avait les chiens et tout, pour nos chiens de chasse, et on s'arrêtait là-bas. Il a été tué à cet endroit-là le 10 mai 93. Il était Et avec. toi, tu avais arrêté et tu dis que jusqu'à novembre 92, il n'y avait pas de maquis parce que tu Je n'en sillonnais avais- le Piémont dans la Je les forêt. avais pas vus, non. Je ne trouvais ni militaire, ni La situation s'est brutalement dégradée au début 93. C'est en 93 qu'ils ont commencé à assassiner vraiment des gens parce qu'ils n'étaient pas sympathisants, hein. Parce qu'ils étaient un petit peu contre contre cette radicalisation. Donc, Alors, est-ce que c'est pas un premier coup de sonnette mai 93, ton ami qui chasse avec toi, son enfant a miraculeusement échappé, il a couru, on lui a tiré dessus, il aurait pu mourir. son fils, Son fils, oui, son s'est fils sauvé de 10 ans à l'époque. Il avait 12-13 ans. 12-13 ans, voilà. Donc, Ouais. Et déjà, à ce moment-là, est-ce que ça t'a pas donné quand même envie de réfléchir à ta présence à Bouguera? Eh ben, à l'époque, j'avais encore le téléphone qui fonctionnait parce que le téléphone, il a été donc la centrale de téléphone a été dynamitée, je crois. Si je me souviens bien, c'était au mois de juillet 94. Donc en 80, Le téléphone au cabinet. téléphone au cabinet. Donc je n'avais plus de téléphone au cabinet à partir de juillet 94. Mais donc pendant cette période-là, le téléphone fonctionnait et on m'a appelé justement, c'était quelqu'un du JIA qui m'a appelé pour me dire voilà, on a tué ton ami Tayyab, donc fais attention à toi aussi. Voilà. Et ça t'a pas suffi pour te décider à quitter? Non. Je savais que j'étais pratiquement persuadé qu'on ne me toucherait pas. Ça faisait déjà 10 ans que tu étais sur place. 93, c'était... Ça faisait 12 ans déjà 12 que ans. j'étais sur place et je savais que les gens m'aimaient beaucoup parce que bon, j'ai aidé énormément de gens hein, du point de vue médical et j'intervenais au niveau de l'hôpital à Alger, j'ai fait hospitaliser beaucoup de gens, j'ai fait opérer des gens, j'ai même aidé des gens à avoir des prises en charge pour aller à l'étranger pour se faire opérer quand il s'agissait de cas graves. Et toutes les vieilles me vouaient un respect terrible, comme je l'ai dit. Et donc ces vieilles disaient à leurs enfants, si tu touches à un seul cheveu du docteur Agoun, tu n'es plus mon enfant. Donc voilà. Donc, et en plus, à ce moment-là, il y avait un émir qui était qui était relativement gentil, si je peux dire. D'ailleurs, je me rappelle cette anecdote quand moi, je savais même pas que le GIA existait. Pourtant, j'étais dedans, mais je savais qu'il y avait le MIA, le mouvement islamique armé, pas le premier MIA, donc mouvement islamique algérien de Mustafa Bouali. Celui-là, c'est celui de Mkhloufi. Non, le deuxième. Le deuxième, c'est Chebouti, qui était aussi Un bouillaliste. un bouillaliste, mais Abdelkader Chebouti, donc c'est lui qui a créé qui était le général du MIA, parce que c'était le général. Je me souviens, l'Iwa, ils appelaient ça l'Iwa. Et quand je passais sur la route, je voyais sur les murs, il y avait des épées comme ça, entrecroisées avec des gouttes de sang, comme ça dessinées, et c'était marqué tous avec le général Liwa Abdelkader Chebouti. Et donc je savais pas qu'il y avait le GIA existait. C'est quand j'ai eu cet émir un jour, je rentrais, donc j'allais dans mon cabinet et je vois des gens armés là dans le hall de l'immeuble, et il vient, il me dit docteur, je suis venu juste vous dire que je suis au GIA. Et moi je savais pas ce que c'était GIA. Je lui ai dit Mahfoud, je lui ai dit Nta rak ma'a GIA, nadain ma'a GIASK. Il a rigolé. Il m'a dit, je plaisante pas. Je lui ai dit, moi non plus. Mais je savais pas que ça allait être aussi méchant après. Voilà, donc jusqu'à... Alors là, il y a, jusqu'à maintenant, ça peut ressembler ça peut être anecdotique alors que ça l'est pas du tout. Il y a une première tentative de braquage sur la route entre Sidi Moussa et Bouguera, et tu échappes à cette Audi 80. Tu as essayé de te poursuivre.
Et on est encore en 93. Est-ce que c'est pas déjà une alerte? C'est vrai qu'on voulait des voitures. Il y avait cette pharmacienne à qui on a la même Audi 80. Tu sais, comme je l'ai dit, je n'ai pas lu mon livre depuis. Tu vas le redécouvrir avec je moi. Je ne l'ai pas lu, je refusais de le lire parce que j'avais peur d'abord. Même pour l'édition, je refusais de le lire. On me demandait de lire, de corriger. Je dis, je ne veux même pas le lire parce que si je dois le lire, je vais certainement me censurer, m'auto-censurer. Et je n'ai pas envie de replonger dans ça. Donc je l'ai donné tel quel et je me souviens même pas de ce que j'ai. Donc ce sont des textes, on va peut-être le dire à nos amis auditeurs, que tu as écrit dans un avion. À chaud. À chaud. Voilà, donc ça, à chaud d'une traite dans un avion, etc. Voilà. J'ai le manuscrit. Et qui remonte à un certain temps, donc tu n'as pas voulu reprendre et tu les as gardés tels quels. J'avais commencé à l'écrire dans un vol Paris-San Francisco, San Francisco-Paris. Donc la fin du siècle, donc c'était au tournant du siècle. Oui, c'était le 26 décembre 99 et le retour c'était. Et tu as senti à ce moment-là qu'il fallait témoigner, qu'il fallait garder fixé quelque chose? C'était quelque chose que je voulais juste laisser pour mes enfants et pour comme ça pour qu'ils le lisent et puis je l'ai oublié, je l'ai mis dans un tiroir chez un ami à moi à Bruxelles et c'est son fils qui avait 17 ans à l'époque qui l'a pris, qui a transcrit ça sur ordinateur. Moi je l'aurais jamais fait. Ce serait parti comme ça, quoi. Ouais. Et les souvenirs, là, sont très précis. Premier braquage, tu décides de faire demi-tour et à ce moment-là, tu ne fais pas confiance au braqueur, tu veux pas perdre ta voiture. Oui, parce que ça, j'avais eu l'histoire donc d'autres personnes qui ont été donc braquées, à qui on avait enlevé les voitures. Donc je me disais, en plus, moi les terroristes de la région de Bougara et tout, ils me connaissent. Bougara, Sidi Moussa, tout le monde me connaît, donc j'avais pas peur d'eux. Mais comme il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Alger et d'autres régions aussi d'Algérie, donc ceux-là, je me disais, je ne sais pas, ils ne me connaissent pas. Donc, moi, j'avais une voiture quand même assez puissante. Donc, voilà, j'ai fait demi-tour et je... t'es sauvé. Alors ça, ensuite, il y a la première fois où on vient te demander de l'aide pour soigner un terroriste qui perd du sang. Ouais. Et donc, tu es en train de consulter. Ouais. Alors j'ai beaucoup aimé ça, je l'ai lu. Il y a quelqu'un qui tape à la porte, on te dit, il se présente et il te dit, voilà, on a quelqu'un de blessé, tout ça. Il te dit, tu lui dis, il faut prendre ton tour dans la file avec les patients. Ouais. C'est un peu comme... mais je l'ai toujours fait. C'est comme ça. J'ai toujours crâné. Voilà. Mais je l'ai toujours fait. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son arme. Il sort son arme et donc là, en fait, ils étaient à deux donc ils avaient des burnous. Et bon, tout le monde met des burnous là-bas. Hein. A priori, c'est pas suspect. Pas suspect, ils ont le look... patibulaire, mais presque. Le look des gens de la région. Et puis donc, il me dit, tu viens? J'ai dit non. Il insistait. Et c'est là qu'il me sort donc... Machoucha. Non, je crois que c'est une usine. Moi, c'est la première fois où j'ai vu une petite mitraillette comme ça. Oui, je connaissais pas cette... Tu as dit que c'est une usine, un pistolet mitrailleur israélien. Je savais pas. Pour moi, c'est une usine. Donc voilà. Et donc il me sort ça. Il m'a dit, tu viens? Je lui ai dit non. Et il me dit, non, tu te lèves. Je lui ai dit, si tu me connais, tu sais très bien que quand je dis non, c'est non. Je vais pas me lever. Et là, c'est là qu'il me met son usine sur cette tempe gauche où j'ai toujours mon psoriasis. J'ai toujours un psoriasis ici. À cause de ce contact avec l'arme froide. Pas cette arme-là, parce que j'en ai eu plusieurs, mais c'était tout le temps sur le côté gauche, parce que comme je conduis, donc à chaque fois que j'avais... Donc, dans un faux barrage... La tempe qui était, donc, celle qui était exposée, c'était toujours la tempe gauche. Et là, il me dit, tu viens, sinon je tire. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, tire. J'étais persuadé qu'il ne tirerait pas. Et là, il me dit, je me rappelle cette expression ridicule, non l'intérêt. Je lui ai dit, je lui ai redit encore, je lui ai dit, tirer. Et là, il remet son arme, il m'a dit, Redouane ou l'élik. Et je lui ai dit, Manish Afou Lantat ou l'Irdoua. Je lui ai dit, Pshana Redouane et Hana. Et donc, le lendemain, donc à la même heure, ils ont égorgé 2 personnes en public, juste en face de mon cabinet. Voilà, ils les ont amenés, ils les ont égorgés en public. C'est raconté. Les gens ont regardé ça. À la sortie de la mosquée. Et ils ont regardé ça, c'était morbide.
Il y avait C'était même mon- des enfants qui avaient regardé ça. Des enfants, regarde. C'était les premières exécutions publiques. Pour moi, c'était la première exécution publique. Je crois que c'est la première exécution publique qu'il y a eu en Algérie. Elle s'est passée là-bas, donc juste à côté de la cité d'Alas, qu'on appelait la cité d'Alas. Il y avait une autre cité qu'on appelait la cité Pamela. Non, la cité Pamela, elle est plus loin. Ouais. Non, il y a, Mais c'est on a toujours à Bouguera. il y a toujours un Bouguera. Il y a la cité Pamela, il y a la cité Souhelen, il y a la cité d'Alas. Ça fait beaucoup années 80. Ça, Ouais, ça fait beaucoup. Enfin, on en rit parce qu'il y a cette distance-là, on ne devrait pas en rire. Mais vraiment. moi, Mais c'est tellement, moi c'est tellement fou ce récit. C'est bon. Alors après cet épisode-là aussi, chez toi à la maison, tu racontais ça, Abdallah? Est-ce que tu racontais ce qui t'est arrivé? Parce Non. que j'imagine que ton épouse, tes enfants devaient te dire, il faut plus y revenir, c'est pas possible. Non, parce que c'est Moi, j'étais ton voisin, Mais tu me moi, je racontais m'en- pas ça. Bon, Mais déjà. moi, de toute façon, c'était une fois que j'avais reçu, après cette histoire-là, avec les 2 terroristes qui sont venus, enfin, ils étaient 4, mais il y en avait 2 qui sont entrés dans mon cabinet. En sortant, j'avais pris la décision de divorcer avec donc mon ex-femme. Voilà. Et après, quand je suis arrivé à la maison, je lui ai dit on divorce. Et Parce qu'il y avait une pression et c'était pas possible. de voilà. continuer. Et C'était soit continuer à être médecin auprès de ta communauté de patients, Ouais. soit continuer à être père de famille et époux. c'était compliqué. Et puis, voilà. C'était pas soutenable. Quoi. Après, moi, je l'avais dit comme ça. Après, j'ai oublié, mais c'est elle qui m'a envoyé après son avocate. Et puis, ça D'accord, s'est fait. d'accord. Et je- Donc, en fait, on garde toujours une séquelle de ce type de Ah ben bien péripéties. sûr, moi je dis, mais nous sommes tous des victimes du terrorisme. Mes enfants sont victimes du terrorisme. On va en parler. Oui, parce que bon, c'est On vrai va en parler. qu'à un moment... bon, Alors, on peut en parler tout de suite. Il y a eu, là, on remonte le temps, en Ouais. 94, à la fin de 24 l'année. Donc, décembre. le 22 décembre, tu es toujours à. Donc, tu es toujours Le à- 22 décembre, je sortais du cabinet, il j'ai se vu passe- le plus gros barrage de terroristes que j'ai vu. Moi, je pensais que c'était un barrage de police. Et tu savais que dans 48 heures, donc le lendemain, tu Le prenais le lendemain, vol je pour pars. Paris. Moi, le lendemain, je prenais Le 23. Le Le 23 décembre 94. 23 Et donc, décembre. tu passes évidemment dans ce barrage-là, mais ça se passe. Il y a ce gars déjà qui est là-bas. Là, il y avait ce gars qui était Donc, le là-bas. je me rappelle changement comment il dans la était. gouvernance du GIE, entre guillemets, on va. Ouais, je me rappelle, il portait un blouson en cuir marron, jean, et il y avait beaucoup de jeunes cagoulés. Et puis, donc, moi, j'arrive. C'était juste à un endroit qu'on appelle Ben Ramdan. Et il y a 2 jeunes terroristes qui viennent, qui avaient avec des cagoules. Ils avaient même des, quelques-uns avaient des gilets de police. Moi, je pensais que c'était des policiers. Et il y en a un qui vient, il m'a dit, Tabib, ma aqaltni. Je lui ai dit, ah non, je ne peux pas te reconnaître. Tu as une Moi, gagoule. je pensais que c'était un policier, même là. Hein, je pensais que c'était un policier. Et il m'a dit, quand ndawi عندك. Je lui ai dit, après, il enlève son truc, je l'ai reconnu. Donc, c'était un membre du GIA. C'est là que j'ai compris que c'était Un faux barrage. que c'était C'était un pas faux un vrai barrage. barrage. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, là, on est le 22 décembre 84. Le 22 décembre. 94. Ouais. 2 jours après, tu es à Paris, tu apprends que le Airbus d'Air France qui fait Alger-Paris, donc Ouais, le 24 était décembre le pris en soir, otage. était pris en otage et tu avais ta fille dedans. Voilà. C'est terrible ça. C'est-à-dire, Bah, en fait, même quand tu es à Paris, tu es poursuivi par la. Ah, j'étais poursuivi et je me rappelle, parce que j'étais avec mon fils et ma nièce et son mari et j'étais allé lui acheter des gants au CA et c'est là que j'ai entendu, j'étais anesthésié et le mari de ma nièce est venu me dire non, ce n'est pas, ta fille n'est pas dans Ce vol. ce vol. À l'air Il m'a qu'elle dit était- Faïna de me prendre. Je lui ai dit Kamal, tu aurais dû te taire parce que je ne réalisais pas, je voulais chasser dans mon esprit. Je lui ai dit tu m'amènes à l'aéroport. Tu as été à Orly. Je suis allé à Orly. Moi, c'était pour embarquer, pour aller directement. Je me suis dit si je descends de l'avion, je vais directement vers Donc- l'Airbus. Parce que tu sais, je me disais, je l'ai vécu, je ne peux pas être moi à Paris. Tu voulais te proposer à sa place, c'est ça? Ah non, je voulais monter carrément dans l'Airbus, délivrer ma fille, quoi. C'était, Ouais. tu sais, on réagit d'une drôle de manière quand Et là, tu as appris que les je pouvais en- pas. que les enfants, tu pouvais pas embarquer et entre-temps, pouvais pas les enfants étaient libérés. Non, je l'ai appris à 19h, ça. D'accord. Je l'ai appris qu'à 19h que ma fille avait été libérée. Alors, ta situation à Bouguera va changer après cela parce que la rumeur va circuler que c'était toi qui étais dans l'avion et Ouais. ça arrive aux oreilles du GIA. Ouais.
Et ça, c'est pas bon pour toi. Non, c'est pas bon pour moi parce que je... Enfin, rien n'est bon pour toi en principe si tu es toujours à Bouguera, mais en particulier cela. Parce que je me rappelle déjà sur la route, j'avais... comme la route que je prends à partir de Baba Ali jusqu'à Bouguera, il n'y a pas une seule voiture qui passe. Les seules voitures qu'il y a, ce sont des voitures du GIA ou des voitures des services sécurité. Donc à un moment, j'arrive juste à l'endroit d'ailleurs où il y a eu ce grand barrage là de Sgaï. Je vois un type qui attendait, qui faisait du stop, mais il n'y avait personne qui passait. Je me suis arrêté pour le prendre avec moi. Il a refusé de monter avec moi. J'ai pas compris. Et c'est après que j'ai réalisé qu'il ne voulait pas monter avec moi parce qu'il avait peur qu'on m'arrête sur la route, qu'on me kidnappe et qu'on le tue avec moi. Et en arrivant au village, je vois des gens qui m'attendent, qui me demandent de m'arrêter, qui me disent Salam alik, enfin, Salam talasek, on pensait que tu avais été blessé, etc. Je leur ai dit, mais pourquoi? On m'a dit parce que tu étais dans l'Airbus. Je leur ai dit, mais j'étais pas dans l'Airbus. Et arrivé au cabinet, il y a deux jeunes du GIA qui viennent. Enfin, je ne sais pas si ce sont des gens du GIA ou des sympathisants, hein, ça je ne sais pas. Ils viennent, ils me disent les frères ne sont pas contents que tu sois allé festoyer, passer donc les fêtes des mécréants à Paris. Mais je n'ai pas répondu, je leur ai dit pourquoi ça, on m'a dit parce que tu étais dans l'Airbus, je leur ai dit non, je n'étais pas dans l'Airbus. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a sauvé parce que je ne sais pas mentir. Et donc, quand j'ai été amené par Sgaï là par le... On va y arriver. Ouais. Alors là, c'est donc c'est juste après la. C'était après juste après la prise. C'était donc j'avais repris le travail 10 jours après ou 15 jours après, donc ça devait se passer c'était le 10 janvier exactement. Alors il se passe des choses après ça. Le GIA. Alors je vais juste rappeler à nos amis auditeurs, l'épisode de la prise d'otage, c'est le GIA qui le 24 décembre 1994 s'empare d'un Airbus de Air France à l'aéroport d'Alger et l'affaire se termine sur le tarmac de l'aéroport de Marignane à Marseille et le GIGN français attaque l'avion et tue les 4 terroristes du GIA et libère les passagers. Et donc ça va créer une tension supplémentaire très très forte entre le GIA et la France parce que c'est un commando du GIA. Ouais. Et donc on va interdire l'utilisation des voitures françaises à Bouguera. Oui. Et toi, tu circules avec un véhicule français? Je circulais avec une voiture française, mais comme tout le monde me... Tu n'as pas le temps de changer de voiture à l'époque, il y avait pas... Non, mais je n'avais pas de voiture, on me l'a prêtée. C'était une voiture qu'on m'avait prêtée. Mais j'étais le seul à circuler avec un matricule français. Alors, en plus, matricule français. Ce qui était interdit, c'est d'avoir un matricule français, pas la marque. Non, c'était interdit d'avoir un matricule français, pas la marque. Pas la marque. Hein. Bah, j'avais en même temps une voiture française avec un matricule. À l'époque, c'était possible d'importer des véhicules de 3 ans d'occasion. Et donc, moi, c'était une voiture 2 places. C'est-à-dire, en plus, je me suis fait prêter cette voiture parce que c'était une 2 places et que ça ne les intéressait pas. Donc, ils prenaient que les voitures qui avaient 4 places et qui étaient... donc, où nous, on pouvait se sauver facilement. Et ça ne t'empêche pas. Alors, tu vois, tu penses que l'histoire est terminée. Et puis, au mois de mars-avril de 95... je crois que c'était plutôt avril, début avril. Cette affaire va ressurgir. Tu es intercepté comme de coutume dans un faux barrage. Mais cette fois, l'affaire est sérieuse. Oui, donc j'avais pris en stop avec moi un type à Sidi Moussa. Et on arrive à un endroit qui s'appelle la Baziz. Et je vois un bus brûlé. C'était un bus où il y avait des jeunes handballeurs qui avaient été interceptés. Bon, ils ont relâché les enfants et tout, mais ils ont brûlé le bus, ils l'ont mis en travers de la route. Et donc, pour passer, il faut rentrer sur une piste. Et sur cette piste, il y avait une voiture qui bloquait. C'était une Nissan Prairie de couleur miel. Je m'en souviens. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Et j'allais passer, mais quand j'ai vu cette voiture qui bloquait, j'attendais. Je lui ai fait un appel de phare pour qu'il passe, pour qu'il me cède le... Et là, je vois une des portières s'ouvrir. Et c'est là que j'ai remarqué les canons de Kalachnikov aux fenêtres. Et puis, donc, il y a un jeune qui vient et il demande au type qui était donc avec moi de descendre. L'autostoppeur. De monter donc dans la voiture. Et lui, il monte avec moi.
Et il me dit de faire demi-tour et de suivre la voiture où il y avait ce gars justement. Ce gars, c'est l'émir du GIA C'était l'émir du GIA. depuis un peu plus d'une année. Oui, depuis plus d'une année, presque 2 ans. Et donc, quand je fais demi-tour, je dis au jeune du GIA qui était avec moi, je lui dis, écoute, ce type, je l'ai pris en stop, je ne sais pas qui c'est. Je lui dis, c'est un militaire, un policier ou quoi. Il m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, alors pourquoi vous l'amenez? Il m'a dit, il y a l'émir qui veut te parler à toi. Je lui ai dit, mais lui, il a quelque chose à voir là-dedans? Il m'a dit non. Je lui ai dit, alors pourquoi il vient avec nous? Donc j'ai klaxonné et tout, j'ai fait un appel de phare. Et ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé partir. Et donc c'était sur ce. Donc ensuite. Alors dans ton livre, ça peut-être tu t'en souviens pas, parce que tu n'as pas relu ton livre, Abdallah. Tu dis qu'au moment de partir, il a le visage livide, il te regarde comme quelqu'un qui va jamais revenir. Exactement. Il était paralysé, mais il était livide. Hein. Il était livide, il pouvait pas bouger. Non, il a échappé à la mort. Enfin, lui pense aussi qu'il a dû échapper à la mort, mais il te regarde comme celui qui, lui, ne va pas échapper. Ouais, mais je pense qu'il a dû penser à lui. Jamais, voilà. Alors, toi, cette fois-ci, tu as peur. Ah, j'ai peur. Toi, tu as peur. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas évoqué le mot de la peur. Non, j'avais eu peur. Non, j'ai eu quand même quelques fois. Il y a eu des fois où j'ai eu Mais peur. celle-là en particulier, c'est raconté dans le livre. Oui. Parce qu'en fait, tu as l'impression c'est un tribunal. On t'emmène à un tribunal. Ah, c'est un tribunal. C'est un tribunal. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils amenaient dans un. C'est un endroit qui n'est pas très très loin de la route. 300 mètres, tu dis 300, 500 mètres, tu sais. C'est pas loin. C'est pas loin. Mais personne s'y aventure. Personne s'y aventure. C'est un endroit boisé, vraiment à l'abri des regards et tout. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués là-bas. Pour rien, d'ailleurs. Et donc, c'était le jeune qui m'a dit, qui était avec moi. C'est pas qu'il m'a rassuré, il m'a permis de crâner encore. Voilà, c'est lui qui m'a donné. J'aurais peut-être flanché, mais c'est quand il m'a dit. Il m'a dit, docteur, si tu as quelque chose à te reprocher ou si tu as des doutes, il y a quelque chose que tu as fait qui est contre ce gars et tout, voilà mon pistolet, voilà mon clash, tu me tires dessus et tu te sauves. Il m'a dit. Et il t'a posé le pistolet sur le tableau. Il m'a posé le pistolet sur. Il m'a dit si on apprend que j'étais amené pour être exécuté, ma famille ne me pardonnera jamais. Il m'a dit, donc c'est là que je lui ai dit, non, je n'ai rien à me reprocher. Il m'a dit encore une fois, sauve-toi. Je lui ai dit, non, je n'ai rien à me reprocher. Mais une fois que je dis quelque chose, je ne reviens pas dessus. Et donc c'est là qu'il m'a dit, docteur, si tu dois mourir, je mourrai avec toi. Et donc même quand je suis allé vers cet endroit-là, il y avait la garde prétorienne de l'émir, un rouquin qui s'appelle Mahfoud, qui se targue de m'avoir sauvé la vie alors que ce n'est pas vrai. Une fois qu'il s'est repenti, quelques années après. Oui, il est vivant, il vit en France, ce type. Hein. Donc j'ai un témoin vivant, parce que des fois ils te disent, bon, ils sont tous morts. C'est vrai que les 3 autres sont morts, mais lui, il est vivant. Et j'ai même circoncis son fils quelques années plus tard. Et sans savoir que c'était son fils. C'est écrit dans le livre. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc quand je suis allé là, et ce jeune voulait rester à tout prix à côté de moi. Et ce gars lui disait, tu pars? Il lui a dit non, je reste là. Et ce gars, à un moment, il a dit, je reste devant le docteur. Et ce gars, c'était la première fois où je l'ai vu sourire. Il a souri et quand il est rentré dans la voiture, je lui ai dit salam alaikum, il m'a pas répondu. Il avait la tête baissée, il fouillait dans la boîte à gants et tout. Et c'est là qu'il me dit, avec la tête comme ça baissée, سمعنا بك كنت في l'Airbus تاع Air France. Je lui dis non, ما كنتش فيه. Et il insiste, il me dit si كنت فيه. Je lui dis non, ما كنتش فيه. Il m'a dit جاوني اخبارات وكلش. Je lui ai dit اخبارات اللي جاوك ماشي ملاح ماشي صحاح. Il m'a dit الاخبارات اللي يجيوني دايما صحاح. Je lui ai dit هادو ماشي صحاح. Je lui ai خاطش لو كنت في الاربوس هذاك تاع اير فرانس نقول لك بلي كنت فيه باسكو على بالك ما نخاف لا منك لا من العسكر لا من لابوليس لا من الدوله لا من حتى واحد نخاف غير من ربي سبحانه. Et c'est là qu'il me regarde avec un sourire. Il me dit حبيت نسمعها غير من فمك.
Et il m'a dit, أخي كي نسحقوك تعاوننا. Je lui ai dit, bien sûr, نعاونكم كي تسحقوني. Tu pars, il m'aurait demandé n'importe quoi. Voilà. Et c'est là Et tu as que- continué ton activité dans le cabinet. Donc là, on est quand même en 95 et il y a des changements qui vont arriver dans les Ah, GIA. après, On est au seuil des grands massacres. On est au seuil du grand massacre. Oui, ben, le premier c'était à Bougara, C'était à Bogara. 117 personnes. Ouais. Et en Mais plus, c'est- c'était un endroit et où c'est- j'avais mangé à midi, où j'avais pris 2 types en stop encore avec moi, que j'avais pris de Boufarik avec moi. J'avais trouvé à Boufarik, je revenais donc j'avais pris cette route-là parce qu'il y avait des routes à un moment où j'avais peur de passer. Parce que j'ai eu affaire avec quelques terroristes, donc on a eu des échanges de mots, donc j'ai évité de passer par là-bas. Donc je les avais pris en stop et je leur ai dit de se sauver. Ils ont été tués cette nuit-là. Donc c'était un lundi pluvieux, le 21 avril 97. 97, ouais. ouais. 97, on est dans la séquence des grands magasins. On va pas tout dérouler parce que ça Ouais. peut devenir terrible. Mais Abdallah Agoun, ce qui t'a sauvé, c'est d'abord d'être un bon médecin parce que tu as quand même aidé beaucoup sur le plan strictement médical avant de Ouais. parler de l'humanitaire. Mhm. Bah, je crois que Et nous, c'est non. les mamans qui. Ouais, moi je pense qu'on a fait une bonne école de médecine, hein. Moi je sais en tout cas que l'école de médecine que j'ai faite On peut dire laquelle c'est. a été vraiment très performante. Et d'ailleurs, nous sommes de bons cliniciens. Beaucoup de mes confrères, donc de ma génération, je sais que ce sont d'excellents cliniciens. On n'a pas besoin d'examens paracliniques pour faire des diagnostics souvent, hein. Voilà. Et ça, dans un endroit comme Bouguera, ça peut On avait beaucoup aider. besoin. À l'époque, scanner, c'est du Ouais. luxe. Ouais. Tout ce qui est imagerie n'était pas encore là. Si j'étais le seul à Il faut être un bon clinicien pour détecter J'étais les... le seul à avoir une radiographie et je faisais mes radiographies souvent gratuitement, la majorité gratuitement. Sinon, à l'époque, je les faisais payer 10 dinars. Par exemple, le téléthorax, je le faisais payer 10 dinars, le téléthorax. Et d'ailleurs, j'ai détruit ma radio parce qu'il y avait des gens du GIA, les services sécurité, les gens du GIA venaient pour passer des radios. Et à un moment, il y a eu un groupe du GIA qui était venu avec peut-être un émir pour demander des radios. J'ai dit que la radio était en panne. Ils m'ont menacé. Et quand ils sont partis, j'ai dit aux techniciens de débrancher le pupitre, là, d'ouvrir le pupitre. J'ai pris les fils, je les ai mis tous. Ça a fait tch. Je lui ai dit de rebrancher et de remettre les fils tels qu'ils étaient. Il a remis les fils. Je lui ai dit, essaye de voir si la radio marche. Il a essayé, il m'a dit, elle ne marche plus. Je lui ai dit, super. Je lui ai dit, tu peux partir maintenant. Et tu ne reviens plus. Et le lendemain, il y a eu une équipe du GIA qui est venue pour vérifier si ma radio ne marchait pas. Ils étaient venus pour vérifier si c'était vrai Ouais. ou pas. Ils avaient le technicien pour le faire. Ouais. Enfin, tu Et- as toujours joué sur la Sur la borderline, tangente. sur la corde Ouais, raide. ouais, bah. Mais alors, Mais avant- en fait, qu'est-ce qui te retenait? C'est tes passions. C'est tes passions, c'est un engagement, c'est quoi? Parce que bon, c'est la même chose qui se passe maintenant avec le corona. Donc, je me dis, je peux pas laisser des gens. Dans mon esprit, moi, je n'ai jamais voulu faire médecine. Je n'ai jamais voulu faire médecine. J'ai fait médecine pour faire plaisir à mon grand frère. Et en fait, c'est Viviane Candas qui, une fois, a discuté avec mon grand frère. Et il a parlé parce que mon grand frère a été torturé en 59 devant moi. Et il lui. à 3. Oui, il a étroit. Il le brûlait, donc il lui brûlait, les soldats lui brûlaient donc le visage avec leurs cigarettes. Et moi, je soufflais sur ces brûlures. Et jusqu'au moment où j'ai reçu un coup de pied, et ils ont embarqué mon frère et mon cousin. Et donc, lui, dès que j'ai commencé dès que je suis rentré au lycée, il tenait à ce que je fasse médecine. Moi, je ne voulais pas faire médecine. Moi, j'étais un matheux. Je voulais faire des mathématiques. Et c'est donc Viviane Candas, elle m'a dit, mais il voulait que tu sois médecin parce que tu as été la première personne à l'avoir soigné. Et je n'avais pas pensé à ça. Et quand elle m'a mis ça en exergue, je me suis dit, je suis fier finalement d'avoir fait médecine. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à quitter mes passions.
Je me dis, je suis un soldat. On n'a pas le droit de quitter... Même au bout de 39 ans? Même au bout de 39 ans. Je suis fatigué, je suis épuisé, je risque d'attraper ce Covid, peut-être que je l'ai déjà attrapé, mais je n'ai pas le droit de partir. C'est pour ça qu'à un moment, d'ailleurs après je l'ai regretté, parce que je me suis dit, c'est vrai que je n'avais pas à le faire. Sur Internet, sur Facebook, j'ai lancé j'étais presque insultant envers certains confrères qui avaient fermé leur cabinet et tout, disant qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Bon, ben... Je m'excuse auprès d'eux maintenant parce que c'était vraiment un coup de gueule que j'ai fait comme ça, ce que j'ai eu comme ça. Moi, je m'en excuse pour ceux qui ont été offusqués parce que... Non, mais vous faites pas attention, docteur Agoun, il n'a même pas fermé son cabinet pendant que les JIA, tu es à tour de bras Voilà. à Bouguera, Ouais. capitale nationale à Talaach, à côté de PC de... Moi, C'était Armili aussi. Il y avait les endroits, c'était Armili, la Baziz, voilà. Ouais. En tous les cas, beaucoup d'émotions. Merci beaucoup, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup, docteur, merci beaucoup, Abdellah Agoun. Donc, je rappelle, oui. Et je dis, si ce livre s'est fait, c'est grâce à Karima Lazali qui avait insisté pour que je le fasse. Et Niels Anderson, donc le premier éditeur de Mohamed Boudia, quand il l'a lu, il a écrit quelque chose que j'aimerais bien lire si j'ai une seconde. Et c'est ça qui m'a poussé à vouloir l'éditer. La belle dédicace que j'ai faite tu à peux mon rappeler cousin. que Niels Anderson, c'était, voilà. grand compagnon de roue de la révolution algérienne. Oui, Niels Anderson, voilà. Donc Niels Anderson a écrit ça, donc je l'ai mis d'ailleurs. C'est un texte dont on ne sort pas indemne. C'est ce qu'a dit donc Niels Anderson, auditeur de Mohamed Boudia. Voilà. Encore une fois, mille merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Blouse blanche, zone grise, dessinée noire du docteur Abdellah Agoun aux éditions Coucou. Merci. Merci Hassan, merci à toi. Et je suis content d'avoir fait cette première émission, donc que tu fais, c'est avec moi. Super. Bah pour moi aussi, moi j'ai du mal à retrouver mon souffle. Merci beaucoup. Je t'en prie, mon ami. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.